Très bien, Alexander. Parlons de ce qui se passe avec le projet Ukraine. Parlons de la situation sur la ligne de front. Que se passe-t-il? Eh bien, la situation sur la ligne de front pour l'Ukraine va de mal en pis. Et ce, malgré le fait que les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux restent encore dans l'ensemble dans le déni à ce sujet. Ursula dit que la Russie est en train de perdre la guerre. Elle est en train de perdre. Absolument. Elle est restée silencieuse un moment, mais je tiens simplement à souligner qu'elle l'a bien dit. Je pense que la raison pour laquelle Ursula dit cela, c'est précisément parce que les choses tournent mal sur les champs de bataille. Et il y a de plus en plus de signes d'inquiétude et de préoccupation à ce sujet qui commencent à se répandre parmi les gouvernements occidentaux et peut-être même, dans certains endroits, à atteindre les opinions publiques occidentales. Ce qu'Ursula veut faire, c'est tenir la ligne. Elle est évidemment totalement engagée dans le projet ukrainien. Elle sait parfaitement que dans certaines régions d'Europe et d'Occident aujourd'hui, les doutes grandissent sur ce qui se passe. Elle sait aussi que dans l'Est, en Allemagne de l'Est, d'importantes élections ont lieu ce mois-ci dans 2 Länder de l'Est. Elle ne veut donc pas que les gens commencent à se dire « on jette de l'argent par les fenêtres ». Cette guerre est en train d'être perdue. Les Russes sont en train de gagner. Nous devons repenser notre stratégie. Nous devons rouvrir la voie diplomatique avec les Russes. Et c'est pour cette raison qu'elle nous dit « ne faites pas attention à tout ce que vous entendez sur le fait que la guerre se passe mal et que l'Ukraine est en train de perdre. Croyez-moi plutôt, en réalité, nous sommes en train de gagner. » C'est donc, à mon avis, ce que fait Ursula. Le fait qu'elle ait sorti cette déclaration extraordinaire est le signe, non pas que les choses vont bien, mais qu'elles vont mal. Remarquez par exemple que dans cette déclaration, elle ne donne toujours aucune véritable mise à jour sur la situation réelle sur la ligne de front, ni même une version déformée de cette situation. Mais parlons maintenant de ce qui se passe réellement sur la ligne de front. Il y a donc 3 endroits qui, à mon avis, sont importants. D'abord, il y a Orikhiv, au sud, dans la région de Zaporizhia. Ensuite, une bataille très complexe se déroule autour de la ville de Dobropilia, dans l'ouest du Donbass. Elle se trouve sur le flanc sud de la ligne des villes fortifiées, Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka et toutes les autres. Et puis, il y a une autre bataille, elle aussi très complexe, dans le nord, dans la zone de la ville de Lyman. Toutes sortes de sources russes, et de temps à autre, le ministère russe de la Défense nous disent plus ou moins que les Russes ont capturé la ville. Mais la bataille principale semble se dérouler dans un endroit appelé Nikolaïevka, qui est en fait une banlieue orientale de la ville de Sloviansk. L'important, c'est que les Russes gagnent sur les 3 fronts. Si l'on commence par Orekov, dans le sud. Orekov est la principale ville, la seule de la région de Zaporojie que les Ukrainiens contrôlent encore, à part la grande ville de Zaporojie, sur le Dniepr. Tout le monde, tous les cartographes les plus importants, reconnaissent désormais que les Russes sont à l'intérieur d'Orekov et qu'ils prennent d'assaut la ville. Il semble que les routes de ravitaillement vers Orekov aient été coupées. Il paraît certain que la ville va tomber très bientôt. Dès qu'elle tombera, l'ensemble de la position défensive de l'Ukraine dans la région de Zaporojie s'effondrera. Et dans un délai relativement court, les Russes seront aux abords de la ville de Zaporojie et dans la zone du fleuve Dniepr, au centre de l'Ukraine. Comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, c'est la clé pour gagner la guerre. Si les Russes atteignent le centre du Dniepr, au centre de l'Ukraine, dans cette zone, celle des 2 grandes villes industrielles, Zaporojie et Dnipro,
Dnipro n'est pas très loin au nord de Zaporojie. Alors ce sera un moment existentiel pour l'Ukraine. L'Ukraine fera face à une crise à laquelle elle pourrait ne pas survivre. Voilà donc la première bataille. La deuxième bataille, dans la région de Dobropilya, à l'ouest du Donbass, est plus complexe. Les forces russes mènent de nombreuses opérations dans cette zone, à Dobropilya même, dans des villages qui semblent être de petits villages, à l'est plutôt de Dobropilya, ainsi que dans une autre ville appelée Alexeyevo-Druchkivka. C'est toutefois une zone importante. Il semble que les Russes soient désormais proches de prendre Dobropilya d'assaut et de s'en emparer. Certains rapports suggèrent qu'ils sont plus avancés dans la prise de cette ville qu'ils ne le sont à Orikhiv. Et s'ils s'emparent de tous ces lieux, ils encercleront Druchkivka et Alexeyevo-Druchkivka. Ils se placeront alors en position d'avancer vers le nord et de fait d'encercler les troupes ukrainiennes à Sloviansk et Kramatorsk. Et on dirait que cela est en train de se produire, et très rapidement. Poutine a récemment nommé un commandant très agressif pour prendre en charge cette bataille précise. Et on voit que, depuis qu'il est apparu sur le terrain, les avancées russes dans cette zone se sont accélérées. Et enfin, dans la zone au nord, nous avons maintenant des confirmations que les Russes sont effectivement entrés dans le village de Nikolaevka. C'est comme je l'ai dit, essentiellement une banlieue de Sloviansk. Il y a aussi une grande centrale thermique située à proximité, qui constitue une importante position fortifiée. Si ces lieux tombent en même temps que Liman, alors les Ukrainiens sont aussi débordés par le nord. Et nous avons un encerclement majeur, le plus important de la guerre jusqu'à présent. Probablement des dizaines de milliers de soldats ukrainiens piégés dans les deux villes forteresses de Sloviansk et Kramatorsk. Nous sommes donc face à une crise opérationnelle qui se dessine et elle arrive rapidement. Que se passe-t-il avec Witkoff et Kushner? Eh bien, ils sont censés se rendre à Kiev. Ils devaient y aller la semaine dernière. Maintenant, ils sont censés y aller très bientôt. Et après Kiev, ils doivent se rendre à Moscou. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Mais on dirait que les Russes n'ont pas vraiment envie de les rencontrer. Les Russes ne veulent pas les rencontrer. On a eu des déclarations de Lavrov, de Ryabkov, de Peskov et de toutes sortes de responsables russes, désormais. Ils disent, si Witkoff et Kushner tiennent à venir, eh bien, on ne va pas leur fermer la porte. Ils peuvent même rencontrer Poutine s'ils le souhaitent. Mais au bout du compte, s'ils arrivent les mains vides, comme lorsqu'ils sont venus en janvier, ils ne doivent pas s'attendre à ce que cela change quoi que ce soit. Je veux dire, dans ce cas, autant s'épargner la peine et ne pas faire un voyage qui serait sinon totalement inutile. Et Ryabkov, qui est vice-ministre russe des Affaires étrangères, et Uchakov, qui est conseiller de Poutine, l'ont déjà dit. Ils viennent même de faire des commentaires à ce sujet il y a seulement quelques heures. Tous les deux disent que, vous savez, si l'on veut mettre fin à la guerre, si les combats en Ukraine doivent effectivement s'arrêter, alors c'est très simple. Il suffit que les Ukrainiens acceptent intégralement toutes les exigences énoncées par Poutine en juin 2024, Istanbul Plus et tout le reste. Et il pourrait même y avoir d'autres exigences que nous serions prêts à formuler au-delà de cela. Ryabkov a désormais laissé cette possibilité ouverte. Il a parlé des décisions, du règlement, du raisonnable. Il a dit que nous étions prêts à écouter toute proposition raisonnable, mais qu'elle devait reposer, premièrement, sur les exigences que nous avons déjà exposées et sur l'évolution de la situation militaire sur le terrain. Et nous voyons que la situation sur le terrain évolue très vite. Elle est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était il y a un an, lorsque Poutine et Trump se sont rencontrés à Anchorage.
À présent, Witkoff et Kushner n'ont clairement aucune idée nouvelle au-delà de ce qu'ils ont proposé l'an dernier. Il y a eu les propositions d'Anchorage que les États-Unis n'ont pas respectées et qui sont désormais, en gros, dépassées. Et il y a eu ce plan en 28 points, qui n'a jamais vraiment été un plan bricolé avec l'aide notamment de Kirill Dmitriev vers la fin de l'automne, au début de l'hiver. Je pense que les Russes considèrent que c'était simplement une nouvelle tentative de les faire patienter. Kushner et Witkoff sont venus à Moscou en janvier et ils n'avaient avec eux aucun des documents importants que les Russes avaient demandés. En particulier, les documents dans lesquels les États-Unis étaient censés exposer les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et apparemment, la rencontre avec Poutine ne s'est pas du tout bien passée pour cette raison. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il se passe quoi que ce soit de ce côté-là. Les Russes disent en substance, nous ne voyons aucune perspective de négociation à l'heure actuelle et nous ne sommes prêts à faire absolument aucune concession. Au contraire, il est bien plus probable, en fait, c'est presque certain, que nous relevions très bientôt nos exigences. Vous avez vu l'article de The Atlantic sur les drones qui ont frappé des aéroports russes. Absolument. Oui, c'est un peu partout. C'est en discussion. 1 millier de drones pilotés par l'IA. Oui, avec une cartographie par IA. Oui, une technologie de vérification cartographique. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, sans aucun opérateur humain. Et ils allaient créer un SM de drones visant les aéroports de Moscou. Un SM quotidien de 1000 drones, chaque jour, afin de fermer complètement les aéroports de Moscou et de forcer les oligarques et l'élite moscovite, qui selon eux, selon l'Ukraine, sont les personnes qui voyagent hors de Russie via Emirates ou Turkish Airlines, à faire pression sur Poutine pour qu'il capitule. C'était leur plan. Cela semble être le plan de Fedorov, selon The Atlantic. Zelensky est présenté comme sceptique à ce sujet. The Atlantic rapporte que Zelensky s'inquiétait des pertes civiles, mais qu'il a finalement donné son feu vert au plan. Quoi qu'il en soit, le plan s'appelait M&M, comme les bonbons M&M, à cause des SM de drones. C'était leur dernière initiative désespérée, qui est maintenant suspendue parce que Fedorov a été limogé. Que pensez-vous de ces révélations? On dirait qu'ils essayent de... Je pense qu'ils allaient réellement le mettre en œuvre. Je crois que c'est un autre de leurs plans désespérés pour tenter de gagner la guerre avec une grande opération unique. Et cela semble être la seule stratégie que l'Occident collectif ait lorsqu'il s'agit de combattre la Russie. Mais on a bien l'impression qu'ils cherchent à faire passer Fedorov pour quelqu'un d'extrêmement sinistre, tout en dressant un portrait rationnel de Zelensky, alors même que c'est lui qui a donné son feu vert à l'opération, à sa planification. Il est présenté comme sceptique face à une telle chose et inquiet à l'idée d'une telle opération. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un article très intéressant, en fait. Et puis je dire tout d'abord que l'idée selon laquelle Zelensky rejetterait une opération de ce genre parce qu'il s'inquiète des pertes civiles après tout ce qui s'est passé dans cette guerre me paraît des plus étranges. Et je ne pense pas que qui que ce soit devrait croire que, vous savez, c'est vraiment la raison pour laquelle cette opération a été annulée. Très franchement, je ne pense pas qu'elle ait été annulée. Je pense que les Ukrainiens veulent toujours la mener. Je pense qu'il est évident que c'était bien l'idée de Fedorov. Je pense que certaines personnes en Ukraine, des gens comme Syrski, les militaires en uniforme, sont probablement revenus en disant « ce plan est complètement fou ». Cela ne permettra pas d'obtenir les résultats que nous voulons. Ce sera encore un détournement phénoménal de ressources, loin de la ligne de front,
où nos forces s'effondrent et sont vaincues. Cela ne fera que provoquer davantage de frappes de missiles et de drones russes contre nos industries essentielles, qui commencent désormais à avoir un effet sur la situation au front également. Les armées ont besoin de carburant, de munitions, d'équipements. Si les Russes frappent des entrepôts, des usines de machines, des dépôts de carburant, des raffineries, alors l'armée ukrainienne elle-même commence à manquer de ravitaillement. Et bien sûr, l'autre chose que Zelensky a dit à Fedorov, c'est que tout cela relève du fantasme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'intensifier la mobilisation pour envoyer davantage de soldats sur la ligne de front, parce que nous manquons cruellement d'infanterie et que nous ne pouvons pas tenir nos positions. Et on l'a vu, on le voit tous les jours. Donc je pense que les militaires n'étaient probablement pas très favorables à cette idée. Je parle des militaires en uniforme. Et je pense que d'autres personnes, probablement mécontentes de cette idée, se trouvaient aux États-Unis. Il y a eu cette pression constante des Ukrainiens sur Trump et sur Musk pour autoriser l'utilisation de Starlink. Et je pense que c'était probablement lié à cette stratégie précise, cette attaque contre les aéroports. Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose? Je continue de penser que ça va arriver. Quand on lit des articles comme celui-ci dans The Atlantic, la règle d'or de ce genre d'articles, quand ils nous disent qu'il s'agit d'un plan qui a été annulé, c'est qu'en réalité, c'est un plan qui arrive. Je pense que la décision de le faire a été prise et que ça arrivera dans quelques semaines, tout au plus. Le problème, d'abord, c'est que là encore, cela méconnaît complètement, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, la véritable situation politique en Russie. Cela suppose que les hommes d'affaires russes sont des oligarques disposant d'une forme d'autorité politique, capables de contraindre Poutine à se plier à leur volonté et de le renverser s'il le décide. C'est totalement faux. Cela méconnaît complètement la réalité politique. Cela sous-estime aussi très fortement le patriotisme, si vous voulez, les convictions politiques des hommes d'affaires eux-mêmes, dont la plupart soutiennent l'opération militaire spéciale. En fait, une très grande majorité d'entre eux la soutient. Mais passons là-dessus. L'autre point, c'est que sur le plan opérationnel, je pense que ça va échouer. Ces dernières semaines, Moscou a subi d'importantes attaques de drones, parfois avec des milliers de drones, et elles ne parviennent pas à franchir les défenses aériennes russes. Et les Russes n'ont cessé de renforcer leur défense aérienne autour de Moscou. Ils ont construit de hautes tours équipées de radars, de systèmes Pantsir. Ce sont des systèmes de défense aérienne à missiles et à canons, capables d'arrêter et d'abattre des drones. Et il se peut que de nouveaux drones plus furtifs soient en préparation pour mener ces attaques. Des informations ont circulé à ce sujet. Il pourrait être plus difficile à intercepter pour les défenses aériennes russes que les drones que nous avons vus utiliser jusqu'à présent. Mais d'une manière ou d'une autre, la loi d'airain de cette guerre, c'est que quoi que fassent les Ukrainiens, quoi que fasse l'Occident, cela peut avoir un effet pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais assez rapidement, les Russes reprennent le contrôle, comme ils viennent de le faire avec la situation du carburant dans leur pays, comme ils l'ont fait pour toutes sortes d'autres choses que les Ukrainiens ont tenté par le passé. Donc, cela ne va pas réussir selon ses propres objectifs. Et bien sûr, pendant ce temps, la situation militaire réelle sur la ligne de front empire de plus en plus pour l'Ukraine. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est encore une tentative de semer la peur au sein de la population russe, de les effrayer et de penser que cela va, d'une manière ou d'une autre, retourner l'opinion russe contre la guerre. Je pense qu'il est bien plus probable que cela durcisse encore davantage l'état d'esprit à Moscou et plus largement en Russie,
et que cela rende les Russes encore plus déterminés à gagner la guerre. Oui, ils vont provoquer une sorte de tragédie, une catastrophe dans l'un des aéroports. C'est ce qu'ils risquent de faire. Eh bien, en effet. Mais ce n'est pas quelque chose qui va les dissuader. Je soupçonne même que certaines personnes ne verraient pas d'inconvénient à ce qu'une chose pareille se produise. C'est la règle de fer de cette guerre jusqu'à présent, comme je l'ai dit. À Washington, cela pourrait être différent. S'il y a des objections à cela, je pense qu'elles ont bien plus de chances de se trouver chez certaines personnes à Washington qu'à Kiev. D'accord. Quoi qu'ils fassent, la Russie les frappera 10 fois plus fort s'ils s'en prennent aux aéroports. Bien sûr. C'est aussi quelque chose qui se produit. Donc oui. Très bien. Nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés. Les liens sont dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous.